Le président Kais Saied a prêté serment lundi, hein, après avoir été réélu à plus de 90% des voix. C'est un score soviétique. D'abord, comment cette réélection a été perçue en Tunisie? Est-ce qu'on sent vraiment l'engouement des Tunisiens face à tout ça, face à cette cérémonie d'investiture un peu fastueuse et tout? Bah, fastueuse non, il a prêté serment devant les deux chambres du Parlement. Donc c'est une cérémonie protocolaire, solennelle, protocolaire, comme il peut en exister dans n'importe quelle autre démocratie. Ensuite, s'agissant du score que vous qualifiez de soviétique, il y a deux observations. La première, c'est effectivement, on peut constater réellement qu'il y a, puisque c'est vrai que le taux de participation était, je crois, aux alentours de 30%, effectivement, il y a une crise majeure de confiance entre les Tunisiennes et les Tunisiens et la politique. Ça, c'est un fait indéniable, clairement. Et on en reviendra peut-être à savoir pourquoi il y a aussi cette crise de confiance. Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que quand on est sorti de la Révolution, certainement on y reviendra, les Tunisiennes et les Tunisiens ont cru à un moment donné que la Révolution pouvait réellement apporter quelque chose de nouveau après les 24 années au pouvoir du président Ben Ali. Et puis on a vu que la révolution s'est un petit peu fourvoyée avec des alliances un peu contre nature entre les islamistes et puis le camp dit progressiste. On a vu que ça n'a pas forcément abouti au résultat que l'on escomptait. Et donc les gens se sont dit, mais à quoi ça sert que j'aille voter maintenant? Donc il y a cette crise de confiance, y compris au niveau de la jeunesse, qu'à un moment donné aussi il va falloir y penser et y remédier. Ensuite, sur le score qu'a obtenu le président de la République, moi je vous le dis sincèrement, il ne m'étonne absolument pas. Parce que je pense pouvoir dire que je connais bien mon pays d'origine, puisque j'y vais assez régulièrement, notamment dans le cadre de mes activités. Et il a une base, très clairement. Il a une base populaire parce qu'il voit en lui... J'ai vu qu'il y avait plus de femmes qui votaient pour lui aussi. S'il arrive à attirer plus de femmes. Surtout des mamans, je crois. Hein, donc mais ce qu'il faut savoir, parce que moi, vous savez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup écouter le peuple de base également. Le boucher, le taxiste, le commerçant, même le cadre. Et il se trouve qu'effectivement, le soir des résultats sur l'avenue Bourguiba, c'était extrêmement hétéroclite. Extrêmement hétéroclite. Vous aviez aussi bien un ouvrier qu'un cadre. Et quand vous les écoutiez parler, ils disaient au moins cet homme-là, il est propre, il est honnête. C'est surtout ça. On peut discuter sur la méthodologie, pourquoi pas. Mais on en parlera bien sûr. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais il incarne cette image de propreté, de quelqu'un qui lutte enfin contre la corruption. Et vous en avez même qui ne sont pas forcément d'accord avec lui, mais qui vous disent je préfère à la rigueur encore avoir un président comme Kais Saied que de revenir en arrière. Bon. Donc c'est assez particulier ce qui se passe en Tunisie, mais la réalité est que le président possède une base populaire, possède une certaine notoriété. 30% quand même de taux de participation, c'est faible. Bien sûr que c'est faible. Je ne vais pas. La légitimité du chef de l'État. Mais alors, sur la question de la légitimité, excusez-moi, il a été élu démocratiquement par le peuple. Pardon. 30%, maintenant qu'il a été élu à 30, 40, 50, 10 ou 20, qu'est-ce qui retenait les autres d'aller voter? Pardon? Qu'est-ce qui les retenait d'aller voter? La crise de confiance démocratique, peut-être. Dans tous les pays, ça se passe comme ça. Oui, mais il y a eu 10, il y a eu 15, il y a eu 30, il y a eu 20. Mais pourquoi ils ne sont pas allés voter? Exprimez-vous. Moi, le premier, je dis souvent, que vous soyez pour ou que vous soyez contre. Bon, moi, j'ai un avis assez tranché sur la question. Mais que vous soyez pour ou que vous soyez contre, allez voter. Exprimez-vous, sinon quelqu'un d'autre va le faire à votre place. S'ils n'y vont pas, pardonnez-moi, mais le taux d'absentéisme, généralement, aussi reflète le fait qu'il n'y ait peut-être pas de candidat à la hauteur pour les... Exactement. Et surtout les conditions. Et les conditions. De l'élection transparente. Encore une fois, je reviens sur ce que je disais, c'est qu'on regarde ce qui se passe depuis sur les 10 dernières années écoulées. Moi, je suis prêt à en parler, il n'y a pas de problème. Et puis on regardera si toutes celles et ceux qui avaient promis et espéré... Il est arrivé sur un programme de rupture, il y a eu l'épisode de 2021 avec la prise en main de tous les pouvoirs. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Alors. C'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'après la Révolution, déjà, il y a eu 3 ans, la Tunisie a mis 3 ans avant de pondre une constitution. 3 ans. D'accord? Parce que au départ aussi, c'est bien aussi de remettre un petit peu des fois l'église au milieu du village. C'est que, souvenez-vous, quand les islamistes de Nada étaient arrivés au pouvoir, c'était haro sur la République.
On a mis 3 ans à faire une constitution. Pourquoi? Parce qu'il était question à un moment donné, est-ce qu'on met la charia, on ne met pas la charia, etc., 6e califat, etc. C'était ça le débat à un moment donné. Hein. Et puis la montée de l'islamisme radical en Tunisie entre 2011 et 2014-2015, jusqu'aux attentats du Bardo et de Sousse, ça aussi il ne faut pas oublier, c'est aussi dans ce contexte-là. Il a mis 3 ans à faire une constitution, cette constitution. Cette constitution, pardon de rentrer un petit peu dans les détails, mais elle ressemblait à s'y méprendre, mais vraiment, à la constitution de 1946 en France. C'est-à-dire qu'ils avaient fait une constitution où le président n'avait qu'un pouvoir, comment dirais-je, axé sur la sécurité, des prérogatives, sur la sécurité, la défense et les affaires étrangères. Donc, autrement dit, inaugurer les chrysanthèmes. Et puis, l'essentiel du pouvoir exécutif était entre les mains du gouvernement et du Parlement. Donc, le président qui était élu au suffrage universel direct avait moins de pouvoir que le chef du gouvernement et le Parlement. Bon, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? De 2014 à 2021, jusqu'au processus du 25 juillet, on y revient, je vais y revenir dans quelques instants, il s'est écoulé 7 ans. Il y a eu 6 gouvernements qui se sont succédés. 6 gouvernements qui se sont succédés. D'accord? Pourquoi? Parce que le Parlement pouvait, à chaque fois qu'il le voulait, déposer une motion de censure, etc. C'était bloqué. Parce qu'on avait, ce que le général de Gaulle avait justement qualifié, pour ce qui concerne la France, de régime exclusif des partis. Ce que la France a vécu entre 1946 et 1958, nous l'avons vécu en Tunisie entre 2014 et 2021. C'était les partis qui faisaient ce qu'ils voulaient. D'accord? Aucun projet de loi qui ne sortait, plein de projets qui étaient restés bloqués, donc c'était le néant. Et puis est arrivée l'élection de 2019 où on a cru, enfin, qu'on allait avoir un Parlement qui allait bosser. Bon. Et il se trouve que comme on a une proportionnelle intégrale, eh bien, on a eu un espèce de maillage au Parlement où vous aviez les islamistes d'Ennahda, soi-disant démocratie islamiste, hein, évidemment pour se redorer un petit peu l'image, et vous aviez un autre petit groupuscule qui s'appelait El Karama, la dignité en Tunisie. La coalition, le parti s'appelait la coalition de la dignité. Moi, je l'appelle plutôt la coalition de l'indignité. Et donc, vous aviez ce maillage-là un petit peu hétéroclite où Ennahda, quelque part, faisait le jeu puisqu'ils avaient le plus fort nombre de députés au Parlement. Rien ne pouvait se faire sans eux. D'accord? Ça, c'était en 2019. Bon. De 2019 à 2021, eh bien, on a eu effectivement ce jeu d'alliance un petit peu contre nature entre Ennahda qui vous faisait ce qu'il voulait, d'accord, avec leurs collègues et alliés du parti El Karama et puis ceux qui étaient soi-disant dans le camp progressiste. Mais qu'est-ce qu'il en est ressorti? Rien. Pire encore, vous aviez au sein de ce Parlement, des parlementaires dont un qualifié, pardonnez-moi, excusez-moi pour les téléspectateurs qui qualifiaient les binationaux de bâtards, un autre qui justifiait l'assassinat de Samuel Paty, un autre qui parlait des femmes isolées comme étant des prostituées, excusez-moi également l'expression, un autre qui parlait des femmes élevant seuls leurs enfants comme des usines à procréer, et puis un parlementaire qui s'est retrouvé à être condamné à 4 ans de prison parce qu'il avait volé au tribunal les dossiers sur l'assassinat de Chokri Belhaïd et Mohamed Brahmi, les 2 grandes figures de la gauche. C'est ça le Parlement? C'est ça les parlementaires que nous avions? Pardonnez-moi, pour moi, personnellement, ils ne me représentaient pas, à titre personnel. Mais voilà ce qu'était l'état du Parlement tunisien en 2019. Et puis est arrivé le Covid, puis ensuite 2021. Et là, je peux en parler directement, puisque lorsqu'il y a eu la crise sanitaire en Tunisie en 2021, en juillet 2021, la situation était telle que le président de la République avait lancé un appel international à l'aide, et notamment en demandant à la diaspora d'aider la Tunisie. Nous avions, et j'y avais personnellement contribué, comme beaucoup d'autres, en mobilisant les collectivités locales et en envoyant plus d'1 million de masques et d'équipements médicaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Tunisie, à cette période-là, je rappelle que la Tunisie, en juillet 2021, a eu le plus fort taux de mortalité en Afrique pour le Covid, 2930 morts. Et pendant ce temps-là, on n'avait pas d'oxygène, les équipements médicaux, je préfère me taire parce que ils étaient dans un état déplorable. Et à côté de ça, on avait le chef du gouvernement de l'époque, Hichem Mechichi pour ne pas le nommer, et puis son ministre des Transports qui était en train de se pavoiser dans un hôtel de Hammamet à 5 étoiles, soi-disant pour un séminaire gouvernemental, en bras de chemise avec le ministre des Transports qui se prenait en selfie devant une piscine, alors qu'on manquait d'oxygène dans les hôpitaux. Et l'image qui a fait le tour du monde, c'était l'image de ce directeur de l'hôpital de Mater en train de pleurer parce qu'il n'avait pas d'oxygène et qu'il voyait les gens mourir devant lui. Voilà la situation en juillet 2021 en Tunisie. Et pour revenir au Parlement, parce qu'un détail m'est revenu en tête, lorsqu'il a fallu voter l'entrée de la Tunisie dans le système COVAX, qui aurait permis d'avoir plutôt des vaccins et plutôt de les injecter, là où l'Algérie et le Maroc ont permis, par leurs parlements respectifs, d'intégrer le système COVAX dès le mois de janvier 2021, la Tunisie, eh ben, elle n'est
Elle n'a voté ce principe-là qu'en mars 2021. Pourquoi? Parce que ça se bagarrait au Parlement. Voilà. Et puis je passe également les coups de poing, comment dirais-je, les insultes, et puis les entrées de certains fichiers S au sein du Parlement. Ben, c'était, pardonnez-moi l'expression, une bordélisation généralisée. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Vous avez une crise économique et sociale, vous avez une crise politique, vous avez un Parlement qui ne fonctionne pas, vous avez une crise sanitaire qui aurait pu déboucher réellement sur une guerre civile. Qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés? Donc le président de la République a activé l'article 80 de la Constitution, l'équivalent de l'article 16 de la Constitution française, d'accord, pour menace de péril imminent. Il y avait une véritable menace de péril imminent, d'accord. Et le processus qui s'est engagé ensuite est irréversible. Donc il a ensuite, comment dirais-je, mis en place une consultation nationale qui a débouché sur un référendum pour une nouvelle Constitution. Et il est tellement, parce que ça aussi je l'avais entendu, tellement anti-parlementariste qu'il n'a pas créé une chambre du Parlement, mais deux. Donc il y a l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts. Il faut se rendre compte de ce qu'était la Tunisie durant les 12-13 dernières années. Question. Moi, j'ai quand même une question parce que là, on parle de ce qui s'est passé. Donc, on parle de la Tunisie en plus. Oui, pendant son premier mandat, il a été élu à 72%. Le peuple a vu aussi en lui un certain renouveau, justement. Et il a fait tout ça. Mais là, on passe à un second mandat où il est élu à 90%, qui est un gros chiffre, mais sur 30% de taux de participation. Donc, il y a quand même un ras-le-bol de la population et c'est super controversé, son élection. Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on passe... Vas-y, termine. Oui, c'est juste qu'est-ce qui fait qu'on passe donc, de tout ça, puisqu'il a quand même fait un cleaning, hein, on l'appelle Robocop, c'est pas pour rien, à justement un second mandat où c'est controversé. On sent bien qu'il y a quand même... Sur le taux de participation, encore une fois, je ne l'élude pas parce qu'il faut aussi qu'on regarde pourquoi aussi on a des taux de participation aussi qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on voudrait. Bon, c'est parce qu'encore une fois, je dis qu'il y a une crise de confiance, c'est-à-dire le citoyen... Il y a une grosse partie aussi des citoyens qui disent « mais à quoi ça sert que j'aille voter? J'ai tellement été déçu ». C'est une réalité. Enfin, je veux dire, j'ai aussi dans mon entourage des gens qui disent « oui, mais Rayet, c'est gentil, mais pourquoi je vais voter ?» Bon, ils y sont allés parce que je leur ai gentiment demandé et qu'ils l'ont fait pour moi. Mais parce que ils ne se sentent pas, ils ne se sentent même plus concernés parce qu'ils ont été tellement déçus. Il faut savoir que la révolution du 14 janvier 2011, elle a apporté un espoir. Elle a apporté un espoir pour beaucoup. Et beaucoup ont été déçus parce qu'elle a été fourvoyée pour les raisons que je viens d'évoquer. Et encore, j'ai dit qu'une partie, pas l'autre. Bon, maintenant, si on regarde vers l'avenir, aujourd'hui, on a un pays à bâtir et à édifier. Alors, parce que quand on regarde bien, je vous expliquais tout à l'heure que l'ancienne Constitution ne permettait pas au président d'avoir les pleins pouvoirs. Je dirais, sur le pouvoir exécutif, de donner une direction claire, économique, sociale, culturelle, éducative. Aujourd'hui, il a les moyens. Bon. Parce que quand on regarde sur l'ancien mandat, en réalité, il a été... Mais depuis 2021, il avait les moyens. Il a été... Oui, mais il a pas... pour moi, à mon sens, il a été effectivement président de 2021 à 2024. Je parle en termes de capacité à agir. Et la de Tunisie 2019 n'a pas à beaucoup 2021. progressé aussi. Hein. Alors, elle n'a pas beaucoup progressé, d'accord, mais quel président, enfin, quelques présidents que ce soit, que voulez-vous qu'il fasse en 3 ans? Non, mais ce rôle, hein, il y avait une vraie attente. Donc, il y avait déjà, une vraie attente, mais il faut savoir la aussi question dans des quel droits de état il a l'homme, récupéré la question le pays. économique aussi, il n'est pas au rendez-vous. Faut savoir dans quel état aussi il a... Oui, sur la question des droits de l'homme, je veux bien qu'on donne aussi quelques contre-exemples. Parce que moi, je connais aussi des pays où il y a eu des élections... Ah bah ça tombe bien, on peut parler de la relation entre la Tunisie et l'Union européenne, et surtout bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais je connais aussi très bien des pays où il y a eu des élections et qu'ensuite il y a eu des coups d'État et puis des généraux qui sont arrivés au pouvoir et qui sont reçus à l'Élysée. Moi, j'en connais, on peut donner plein de contre-exemples. Mais par rapport à ce que vous me disiez sur les droits de l'homme et la collaboration avec l'Union européenne, on va y revenir. Sur la question de, comment dirais-je, sur la suite et comment, effectivement, le président maintenant allait coups des franches, c'est qu'auparavant, pardonnez-moi, mais quand il a récupéré le 25 juillet 2021 et qu'il a eu la possibilité maintenant d'agir, il faut voir aussi ce qu'il a trouvé et ce qu'on a pu constater aussi. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on me dise comment ça se fait que des projets qui sont dans les cartons ne sortent pas de terre. Le président Essebsi, paix à son âme, a signé par exemple un accord avec l'Arabie Saoudite pour la construction d'un hôpital à Kérouan. 7 ans plus tard, il n'y a que la devanture, il y a et un terrain vague derrière. Il faut qu'on m'explique aussi où sont passés les milliards d'euros d'aide du FMI et de l'Union européenne, puisque vous en parlez. L'Union européenne, depuis 2011, c'est 2 milliards d'euros pour la Tunisie. Où est passé cet argent? Le FMI a accordé 2 aides en 2013 et en 2016. Où sont passés cet argent? Il y a 5 milliards en tout, 5 à 6 milliards de dollars ou d'euros, peu importe, c'est la même chose, qui ont été déversés sur la Tunisie. Pourquoi la Tunisie est toujours dans ce même état?
Moi, je pose la question. Si on arrive à me répondre, il n'y a pas de problème. Bon, parlons maintenant d'immigration. On parlait d'immigration, de la collaboration de la Tunisie avec l'Union européenne, et on parlait de la question des droits de l'homme. Les images qu'on voit à Sfax sont quand même assez désolantes, on est d'accord? Oui, évidemment, mais... Et donc c'est la responsabilité du président tunisien. Oui, alors après, je pense que sur cette question-là, il faut la résoudre en tenant compte des souffrances de celles et ceux qui partent et pas de gaieté de cœur. Et ceux qui utilisent la force de la matraque pour repousser ces migrants-là, c'est des images de honte. Comme d'autres images qu'on voit de migrants, hélas aussi, qui agressent des habitants de Sfax. Pour moi, il y a aussi des torts qui sont partagés, mais il faut résoudre ce problème en tenant compte des droits humains. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, j'ai une autre question à vous poser. Parce que j'en doute bien, mais je vous pose aussi une question, mais à travers vous, aux téléspectatrices et téléspectateurs. On parle de la Tunisie, des migrants, etc. Mais je n'entends pas une seule fois de sujet sur les passeurs. Les passeurs qui se font entre 30 et 40 000 euros par mois pour envoyer en mer à la mort des femmes, des enfants, des hommes qui, quand ils reviennent sur les côtes tunisiennes... Il y a des passeurs aussi en Tunisie. Oui, c'est d'eux dont je parle. C'est d'eux dont je parle. Oui, c'est d'eux dont je parle. Ces passeurs-là qui se font entre 30 à 40 000 euros, d'après les chiffres que j'avais vus, qui envoient en mer des femmes, des gosses et des hommes partir en mer, et quand ils reviennent sur les côtes, ils sont à l'horizontale. Rien que là, je crois, sur les 3, 4, pardonnez-moi de le dire un peu trivialement, mais c'est la réalité. Il y a eu, je crois, 30 à 40 morts déjà, rien que sur les 15 ou 3 dernières semaines. Pourquoi on ne s'intéresse pas, pourquoi on ne parle pas d'eux? À mon sens, je pense que c'est une question qui ne se résoudra pas uniquement entre la France et la Tunisie ou la Tunisie et l'Italie. Pour moi, c'est un problème continental. C'est-à-dire que ça doit se résoudre au niveau de l'Union européenne et principalement les pays de la rive sud de la Méditerranée, avec les pays de la rive sud de la Méditerranée, et puis de la rive nord, et puis ceux de la rive sud. Mais il faut également élargir au continent africain. Donc pour moi, il faut absolument que se tienne une conférence ou un sommet en ce sens, où les chefs d'État de l'Union européenne et les chefs d'État de l'Union africaine se parlent. Le sommet de la Méditerranée, ça existe déjà. Ça ne sert à rien de multiplier des sommets, c'est pas le même résultat. Quel autre mécanisme alors ? Quel autre mécanisme que celui où les chefs d'État discutent entre eux? Parce que ces pauvres malheureux, quand ils arrivent à Mehdi, avant de prendre des embarcations, les embarcations de la mort, moi je les appelle, avant de prendre ces embarcations de la mort, ils traversent bien des pays. 5, 6, 7 pays, ils arrivent bien à un moment donné quelque part. Dans les frontières, on ne voit rien. Donc à un moment donné, il faut aussi que les autorités de ces pays-là prennent leurs responsabilités, parce qu'il ne faut pas oublier que la Tunisie, c'est 11 millions d'habitants, c'est l'équivalent de la région Île-de-France. Donc demander à un pays qui est l'équivalent de la région Île-de-France en termes de population et même en termes de superficie, de gérer une vague massive de migration irrégulière, ça ne se fait pas comme ça. Et donc la Tunisie, elle seule n'est pas un partenaire fiable pour résoudre le problème de l'immigration. Ce n'est pas une question de partenaire fiable, c'est qu'elle ne doit pas la gérer toute seule. Bien, merci beaucoup Raed, on est vraiment pris par le temps, merci pour tous ces éclairages. Merci.